sommes avec Nicolas Charles en duplex d'Orléans. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes géologue au BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Vous étudiez les roches, les sous-sols, les paysages. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de notre patrimoine géologique et nous raconter quelques anecdotes. Alors l'équipe, je demande toute votre attention, vous aussi à la maison, puisque je commence. Quelle est l'épaisseur de la couche de briques pilées qui compose les cours de tennis de Roland-Garros? 2 mm, 8 cm, 80 cm ou 142 cm. Je vous laisse vous concerter, l'équipe. En attendant, Nicolas, expliquez-nous en quoi consiste votre travail de géologue. Alors, géologue, c'est effectivement un métier qui est assez peu connu, où souvent on le rapproche aux volcans et aux dinosaures. Or, le géologue, il agit, c'est le connaisseur du sous-sol, et il y a de multiples applications dans la vie quotidienne, ne serait-ce que pour les ressources naturelles, l'eau, les matériaux, les métaux, participent bien sûr à l'alimentation de l'être humain, mais également la transition énergétique, la mobilité, etc. C'est aussi la gestion des risques naturels, les risques sismiques, les risques volcaniques ou les inondations. Voilà. Et l'énergie aussi, on a parlé de géothermie tout à l'heure. Le géologue s'intéresse également à ça. D'accord, alors on va aller chercher la bonne réponse, j'espère, qui a plutôt bien répondu depuis le début de cette émission. Alors dites-nous, que répondez-vous? Mm. 8 cm. Non, 8 cm. Qu'est-ce que vous me répondez? Pardon, j'ai pas bien entendu. 2 mm ou 8 cm. 2 mm. 2 mm, eh bien c'est ça, c'est bravo, c'est seulement 2 mm. Je regarde les réponses tout de suite à la maison. Qu'avez-vous répondu? Eh bien c'est bien 2 mm, oui, seulement 2 mm. Expliquez-nous, Nicolas. Alors 2 mm, il faut voir, c'est vraiment l'épiderme du court de tennis, puisque le court de tennis, en fait, on le sait peu, mais il fait environ 80 cm d'épaisseur, puisque vous avez cette couche de 2 mm de briques pilées, mais en dessous, vous avez différents types de matériaux, donc sur 80 cm d'épaisseur, où on retrouve du calcaire de différentes granulométries pour permettre un bon drainage du sol, et également des couches un peu plus imperméables pour garder quand même un peu l'humidité, pour garder une certaine souplesse sur le terrain. D'accord, très bien. Eh bien, ma prochaine question concerne Notre-Dame de Paris. La roche qui a permis de bâtir Notre-Dame de Paris est vieille de 800 ans, 2000 ans, 1 million d'années ou 40 millions d'années. Je vous laisse encore une fois quelques secondes pour vous concerter. Et Nicolas, sans évidemment nous donner la bonne réponse, parlez-nous un petit peu de la roche de Notre-Dame de Paris. Est-ce que c'est une roche particulière ? Alors, c'est une roche, c'est ce qu'on appelle la roche de Paris. C'est une roche qui a été extraite dans le sous-sol de Paris et ses environs. Elle date d'une époque qui est le Lutétien, donc en lien avec l'ancien nom de Paris. Et c'est typiquement bien le rôle du géologue de trouver des matériaux justement pour bâtir les villes, puisqu'on parle souvent des monuments, d'architecture, mais on parle rarement du matériau en lui-même. Et c'est l'un des rôles aussi du géologue. D'ailleurs, dans le cadre du chantier de restauration, je sais que j'ai des collègues du BRGM qui sont en train, à l'heure actuelle, de travailler là-dessus. Ils m'ont d'ailleurs prêté une roche prélevée sur Notre-Dame, justement, qui est cette fameuse pierre du Lutétien, donc, dont on va connaître l'âge dans pas longtemps, là où vous voyez quelques fossiles, puisque c'est un calcaire, hein, un calcaire formé dans une mer assez peu profonde finalement, 20 à 30 mètres de profondeur, où on avait un climat assez chaud humide, puisque Paris se situe aux alentours de la latitude des Baléares. Donc, je ne sais pas si à l'époque on pouvait imaginer le son à cette époque-là, mais il faut imaginer une mer tranquille, assez tropicale, avec des escargots, enfin des coquillages, plein de petits micro-organismes qui, une fois morts, s'accumulent au fond de la mer. Et au fil des millions d'années, eh bien, vous allez former cette roche-là. D'accord, alors je vais voir de quand date cette roche auprès de mon équipe. Lancez-vous, allez-y. 40 millions d'années. Eh bien, c'est ça, bravo, encore une bonne réponse. Je regarde ce que vous avez répondu à la maison. C'est ça, c'est bien 40 millions d'années. Donc elle n'est pas toute jeune, cette roche. Expliquez-nous. Alors pour l'homme, ça peut paraître effectivement assez ancien. Pour un géologue, 40 millions d'années, c'est très jeune. Hein. La planète a environ 4,5 milliards d'années. Donc vous voyez, 40 millions d'années, ça correspond à une période, donc le Lutétien. Et cette période-là, du coup, c'est ce que je vous disais, si on revient à l'ancien climat, la paléoclimatologie, on était bien différent d'aujourd'hui.
puisque je vous dis, on avait un climat chaud et humide de type tropical, et donc lié à cette pierre. Donc finalement, il y a un peu des tropiques dans Notre-Dame. D'accord. Je ne sais pas si on peut voir tout de suite des images de cette pierre de Paris. Voilà. Dites-nous. Oui, voilà. Donc là, c'est un calcaire du Lutétien qui participe à la construction de Notre-Dame. Et les empreintes que vous voyez là, ça fait penser un peu à des coquillages. Ce sont des empreintes de la coquille qui a disparu entre-temps. C'est ce qu'on appelle des sérites. Et c'est typique de ce faciès de la pierre de Paris. Et d'ailleurs, en se promenant à Paris, on peut observer ça dans les murs ou dans les marches mises en œuvre. Et d'ailleurs, les recherches ont montré que les anciennes carrières de Notre-Dame étaient probablement situées un peu en amont de Notre-Dame, sur la rive droite, notamment près de Charenton-le-Pont. Et on exploitait ça en souterrain, donc dans des galeries. Et chaque niveau, le carrier, donc le périlleur ou le pierrier qui exploitait cette roche-là, connaissait exactement chaque banc et chaque application qu'il pouvait lui attribuer en fonction des élévations, des fondations, etc. Puisque les conditions mécaniques de chaque roche dépendent effectivement de ces bancs-là. D'accord. Alors, prochaine question. La maison de la radio est chauffée grâce à un réacteur nucléaire, de l'eau chaude naturelle, un volcan sous-marin ou le regard de Brest de Jean. C'est possible aussi. On vous laisse quelques instants pour en discuter entre vous. Alors, on l'appelle la Maison Ronde. Elle a été inaugurée en 1963. Quelques indices peut-être sur son histoire, Nicolas? Oui, donc c'est une maison de la radio. Donc à l'époque, c'était dans les années 50, donc en pleine guerre froide. C'était un bâtiment qui était stratégique puisque c'était l'information d'État. Il fallait du coup pouvoir l'alimenter avec une énergie indépendante, non reliée à des centrales au charbon ou au pétrole. Et donc on a utilisé une certaine catégorie d'énergie qui est renouvelable, et ça a été la première installation en France à bénéficier de ce type d'énergie. Et il faut savoir aussi que ce type d'énergie qui est utilisé à la maison de la radio, ça sert aussi à chauffer les aéroports de Paris notamment. D'accord, alors on va peut-être savoir grâce à quoi est-elle chauffée. Notre équipe, que répondez-vous? De l'eau chaude. Eh bien, bravo, c'est ça, c'est de l'eau chaude naturelle. On regarde tout de suite les réponses à la maison. Voilà, c'est ça, c'est de l'eau chaude naturelle. Enfin, c'est plutôt grâce à la géothermie. Expliquez-nous. Voilà, donc la géothermie, comme son nom l'indique, c'est la température de la Terre. C'est un phénomène naturel, hérité des origines de la Terre. Et ce qui se passe en France, en moyenne, quand on descend à peu près d'1 kilomètre, on gagne environ, on gagne 30 degrés par kilomètre. Donc, vous voyez que l'eau naturelle qu'on utilise pour la maison de la radio, elle est à peu près captée à 27 degrés Celsius et elle est captée à environ 600 mètres de profondeur. Et là, sur la figure que vous montrez, l'aquifère du Dogger, donc c'est encore plus profond. Là, l'eau est encore plus chaude puisqu'elle est captée entre 55 et 80 degrés. Et c'est cet aquifère-là, justement, qui permet notamment de chauffer les aéroports de Paris. D'accord, on ne s'en douterait pas une seule seconde. Et pourtant, ma prochaine question, vous allez voir, est aussi assez étonnante. 2 piliers de la Tour Eiffel ont les pieds dans l'eau. Vrai ou faux? Je vous laisse quelques instants pour vous concerter, pour pouvoir répondre. Donc Nicolas, la Tour Eiffel, c'est 324 mètres de hauteur, 7300 tonnes de charpente métallique, plus de 18 000 pièces de fer et surtout 4 piliers. Sans nous donner la bonne réponse, parlez-nous de ces piliers. Alors effectivement, les monuments comme la Tour Eiffel ou d'autres monuments emblématiques de Paris, c'est vrai qu'on voit la partie immergée, j'ai envie, de l'iceberg. Donc ça, c'est un indice, c'est-à-dire que les piliers ils se prolongent en profondeur, ce sont les fondations. Et ça, c'est typiquement aussi un aspect du travail du géologue que de pouvoir donner l'architecture du sous-sol, puisque ça va servir ensuite à l'implantation de tels monuments ou de tels bâtiments. Et par exemple, pour le Grand Paris, à l'heure actuelle, il y a des grands travaux qui se font pour forer de nouvelles lignes de métro. Donc j'ai des collègues, je sais, qui travaillent avec la Société du Grand Paris pour estimer mieux la connaissance du sous-sol, pour pouvoir mieux contraindre le passage des lignes et éviter tout risque d'effondrement ou d'ennoiement, etc. Alors, on va voir auprès de notre équipe si c'est vrai ou si c'est faux. 2 piliers de la Tour Eiffel ont les pieds dans l'eau. Que nous répondez-vous? Vrai. Vrai, c'est ça, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? 2 piliers de la Tour Eiffel ont les pieds dans l'eau? Voilà, alors effectivement, la Tour Eiffel, elle n'a pas les pieds dans l'eau au sens strict quand on a les pieds sur terre,
Mais quand on observe le sous-sol, et c'est le revers aussi des grandes agglomérations et des villes, le sous-sol étant très important, il se trouve que les fondations en fait de la Tour Eiffel, les deux piliers qui sont proches de la Seine, eh bien les ouvriers à l'époque, il y a eu des sondages de reconnaissance de faits, donc vous voyez ici une coupe ancienne qui date des années 1890, où on s'est aperçu en fait que la nappe phréatique liée à la Seine eh bien, continue, il n'y a pas qu'au moment où on voit la Seine et l'eau, c'est-à-dire que l'eau se retrouve également en sous-sol à quelques mètres de profondeur. Et pour les ouvriers, ça a posé des soucis, notamment pour faire les fondations, puisqu'il a fallu faire ça dans des caissons à air comprimé, donc pour chasser l'eau, et les ouvriers étaient à peu près au sec pour pouvoir creuser au fur et à mesure, puisque les piliers de la Tour Eiffel reposent à environ 16 mètres de profondeur sur une formation qui a environ 55 millions d'années. D'accord, et bien comme ça, quand on passera à côté de la Tour Eiffel, on saura maintenant tout. Merci beaucoup, Nicolas Charles, d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, je regarde le podium, puisque vous jouez à la maison, donc on regarde qui a le mieux répondu. Bravo à vous, en tout cas. Merci d'avoir été avec nous en duplex. Merci Nicolas Charles, je sais qu'il a plein d'histoires encore à nous raconter sur la géologie. C'est le grand conteur du BRGM. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.